Dans le cadre d'une étude géographique sur les dynamiques territoriales dans le contexte de la mondialisation, nous allons nous pencher maintenant sur le cas français et examiner le rayonnement de la France dans le monde. 20 ans après avoir remporté son premier succès dans une compétition qu'elle a contribué à créer, la France remporte à Moscou son deuxième titre mondial en remportant la Coupe du Monde de football. Alors bien sûr, ce titre n'a pas vocation à établir une hiérarchie des puissances mondiales, on rappellera les performances pour le moins moyennes des États-Unis ou de la Chine dans le cadre du football. Il n'empêche que ce titre donne de la France une image d'une nation victorieuse et peut contribuer à établir une image positive en termes de soft power. Soft power qui qualifie, je vous rappelle, la capacité d'attractivité d'une puissance. Or, la France a des ambitions en la matière, des ambitions qui se fondent notamment sur un passé glorieux, le passé d'une grande puissance. Une puissance qui s'est affirmée avec la colonisation à l'époque moderne, puis renforcée avec l'industrialisation à laquelle la France a participé. Mais comme les autres grandes nations européennes, la France a dû se résoudre à voir sa puissance décliner à partir du premier tiers du XXe siècle, à travers déjà la catastrophe qu'a constituée pour l'Europe la Première Guerre mondiale. Une France qui subit par ailleurs une défaite humiliante face à l'Allemagne nazie en 1940, même si elle parvient à se glisser dans le camp des vainqueurs, sans que cette place n'apparaisse complètement légitime. Et puis un déclin en termes de puissance qui s'affirme à travers une décolonisation largement subie par le pays dans les années 50 et 60. Alors, face à ce déclin, la France participe très largement à la construction européenne et y renforce son intégration au sein de la CE, puis de l'Union européenne, créée avec le traité de Maastricht en 1992. Mais pour autant, la place, l'intégration de la France dans ce processus de construction européenne est ambiguë depuis ses débuts, et notamment parce que les gouvernants français, pour beaucoup, n'ont pas renoncé à la puissance nationale. Dès lors, si la France est bien un pays membre à part entière de l'Union européenne et compte y jouer un rôle particulier, ce rôle n'est pas tout le temps un rôle moteur, et le pays n'a pas renoncé à ses ambitions personnelles, que ce soit au sein de cette union ou dans le monde. Or, le monde contemporain est un monde qui, du point de vue géographique, est caractérisé par l'essor de la mondialisation, l'augmentation des échanges internationaux, une mondialisation à laquelle la France a particulièrement pris part. Elle s'est largement ouverte sur le monde, même si les différents territoires qui la constituent apparaissent inégalement intégrés à ce phénomène. On se demandera donc quelles sont les formes que prend le rayonnement de la France dans l'espace mondialisé, en commençant par examiner un rayonnement international différencié sur le plan géopolitique, culturel ou économique, puis en examinant l'intégration des territoires français dans le cadre donc de cette mondialisation. Pour commencer, examinons donc quelle est la place de la France dans la géopolitique mondiale. On l'a dit, la France a réussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale à être considérée comme faisant partie de l'Alliance victorieuse, et à ce titre, elle a pu bénéficier d'un statut favorisé dans les institutions internationales qui prennent naissance après ce conflit. Elle est ainsi un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et y bénéficie, comme les 4 autres membres permanents, d'un droit de veto. Bien intégrée aux différentes institutions internationales qui gravitent autour de l'Organisation des Nations Unies, elle abrite par exemple à Paris le siège de l'UNESCO, la France va aussi participer à la création d'une logique de club qui tend de plus en plus à se substituer, en tout cas à s'ajouter aux organisations internationales onusiennes.
Ainsi, c'est à son initiative que se crée le G5, devenu aujourd'hui G7, après avoir été G8 au temps où la Russie y fut intégrée, c'est-à-dire un groupe rassemblant, en théorie, les États les plus riches du monde. Le G7 étant devenu quelque peu anachronique comme club rassemblant les États les plus riches du monde, s'est substitué à lui, s'est ajouté à lui le G20 rassemblant, outre les membres du G7, un certain nombre de pays émergents, de puissances émergentes, et la France, là aussi, en est membre, tout comme d'ailleurs le sont les autres membres européens du G7, bien que un membre commun représente également l'Union européenne au sein de ce G20. Comme on l'a évoqué en introduction, la France n'a ainsi pas renoncé à exercer sa puissance nationale tout en participant à l'Union européenne, comme le manifeste ici sa présence au sein du G20, alors que l'Union européenne est également représentée par le président du Conseil européen. La France n'a ainsi pas renoncé à exercer sa puissance nationale, refusant d'adhérer à la proposition allemande de céder son siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à un unique représentant de l'Union européenne. Cette puissance nationale française peut notamment s'appuyer sur une grande capacité diplomatique que l'on mesure ici au nombre d'ambassades dans le monde, pour lequel la France se classe au 3e rang mondial, vous voyez, avec 163 ambassades, juste derrière les États-Unis et la Chine. Assez rares sont finalement les États qui n'ont pas de relations diplomatiques formelles avec la France. Ça peut être le cas d'un État comme la Corée du Nord qui vit en marge de la communauté internationale, ou de la Somalie qui apparaît actuellement comme étant un État défaillant. La France peut ainsi s'appuyer sur ce réseau diplomatique pour essayer de défendre une approche multilatérale dans les relations internationales qu'elle a su imposer de temps en temps, à l'image des accords de Paris de 2015 lors de la conférence sur les changements climatiques, la COP 21. Alors la France qui cherche à imposer un modèle multilatéral dans les relations internationales, est-ce le résultat d'une forme de continuité par rapport à un pays qui se veut porteur de valeurs universelles, de valeurs qu'elle a tirées notamment de la Révolution française? Donc est-ce un signe de continuité politique, ou finalement la preuve d'une forme d'incapacité à imposer seule sa puissance face aux nouvelles grandes puissances mondiales? Il apparaît de fait que seule la France pèse bien peu face aux États-Unis, face à la Chine, ou, comme on peut le voir actuellement, face à la Russie. Alors pour autant, il apparaît clairement que la France reste une puissance militaire, et une puissance militaire dotée d'une capacité de projection internationale, une capacité de projection internationale qui s'appuie sur ses possessions ultramarines. La France, je vous le rappelle, possède la 2e ZEE au monde, et donc est présente dans toutes les mers et océans de la planète, et il possède également un certain nombre de bases militaires. Mais cette capacité de projection internationale peut aussi s'appuyer sur la présence de bases militaires dans des pays étrangers, au nom parfois d'accords de coopération post-coloniaux. C'est notamment le cas en Afrique, mais pas seulement, la France possédant notamment une base militaire aux Émirats arabes unis. À cette capacité de projection internationale, il faut également ajouter la présence de la France au club restreint des États possédant l'arme atomique. Ainsi, incontestablement, la France fait partie des premières puissances militaires au monde, mais ceci étant, on peut considérer qu'elle est en la matière assez loin des États-Unis ou même de la Chine. Alors on la classe éventuellement au 5e rang mondial. Attention à ce classement des budgets militaires, il n'est qu'une image à un temps donné. On peut considérer ainsi qu'un État comme l'Arabie Saoudite, qui dépense plus d'argent que la France pour son armement, n'a pas à disposition un arsenal de bases aussi développé.
Alors, quoi qu'il en soit, cette capacité militaire que possède l'armée française à se projeter à travers le monde amène ses troupes à être présentes dans de nombreux théâtres d'intervention, comme on peut le voir sur cette carte, même si celle-ci date un peu, elle reste en partie d'actualité. La France prend ainsi part à une série d'interventions extérieures, alors le plus souvent sous le mandat de l'ONU ou de l'OTAN, mais des fois à son initiative, comme ce fut le cas au Mali en 2014, à travers le déclenchement de l'opération Serval, puis la mise en place de l'opération Barkhane pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Mais si cette opération a pu à l'origine démontrer que la France possédait un réseau diplomatique et des capacités militaires toujours très importantes, et notamment toujours très importantes dans ses anciennes colonies africaines, on voit aujourd'hui toutes les limites à cette puissance militaire à travers le retrait programmé de ses troupes et la présence de la Russie dans ces théâtres d'opération par l'intermédiaire de groupements de mercenaires, la milice Wagner dont on le connaît très bien les liens qu'elle entretient avec le pouvoir russe. Donc une puissance militaire certaine, une puissance diplomatique, mais une puissance contestée. Alors à cette puissance militaire, il faut ajouter le développement d'une industrie de la défense qui positionne la France comme troisième ou quatrième exportatrice au monde d'armes. L'exportation d'armes étant pour la France à la fois un outil économique, mais aussi un outil diplomatique, puisque à travers ces ventes d'armes, la France peut favoriser tel ou tel État ou tel groupe armé. Or, en la matière, la promotion des valeurs de la démocratie, des droits de l'homme apparaît souvent bien lointaine, et on le voit ici aux principaux clients de la France, parmi lesquels on peut trouver quand même de très nombreuses dictatures, que ce soit l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou même la Chine. Cette incompatibilité entre les valeurs promues par la France et ses ventes d'armes est d'ailleurs mise en lumière par certaines ONG, comme ici Amnesty International et sa campagne pour mettre en avant les ventes d'armements français à l'Arabie Saoudite, armements qui participent au bombardement des populations civiles. On pourrait ajouter également que toute cette activité autour des ventes d'armes pose aussi des problèmes en matière de transparence et s'accompagne et s'est accompagnée à travers les décennies écoulées de très nombreuses affaires de corruption impliquant à la fois des dirigeants étrangers mais aussi certains intérêts français. Alors pour finir sur cette question de la puissance politique de la France, il faut également évoquer sa participation à l'APD, à l'aide publique au développement, puisqu'elle est actuellement 5e, 4e donateur mondial, et son action humanitaire est largement relayée par des ONG issues de son pays, comme Médecins du Monde par exemple. Or, très clairement, cette aide au développement est aussi un outil d'influence diplomatique. Bref, pour conclure sur la place de la France dans la géopolitique mondiale, eh bien, on a là une puissance qui est bel et bien une puissance moyenne, qui a une certaine capacité d'action, mais une capacité qui la place bien loin des États-Unis, de la Chine ou même de la Russie. Et on va se demander maintenant si la France possède un rayonnement culturel international supérieur à son rayonnement politique. La France entend en effet s'appuyer sur son passé historique, sur sa culture pour développer à travers le monde un soft power. Pour ce faire, la France s'appuie ainsi sur sa langue, un marqueur culturel reconnu, une langue présente à travers le monde, notamment à travers l'héritage historique du passé colonial français.
La France cherche donc à faire de la francophonie un instrument de son soft power, une francophonie que l'on voit présente dans de nombreux pays, même si finalement assez peu d'États possèdent la langue française comme langue majoritaire pour ses locuteurs. Il n'empêche que cette langue française est quand même présente un peu partout à travers le monde. Donc on estime ainsi que la langue française est parlée par quelques 274 millions de personnes dans plus de 70 pays, ce qui place la langue française au 5e rang mondial en nombre de locuteurs. Afin de valoriser cette langue, fut créée en 1967 l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, présente en 2019 dans 88 États, dont certains ne sont pas francophones. Outre l'OIF, la promotion de la culture française passe aussi par l'existence des alliances françaises. On en compterait à peu près 830 aujourd'hui, des organisations qui ont vocation à faire rayonner la langue et la culture française à l'étranger. On le voit ici, cette alliance française rivalise avec le British Council ou même avec les instituts Confucius, qui sont autant d'organisations ayant également comme but de promouvoir les cultures nationales respectives de ces États. Alors toutefois, il faudrait quand même noter que cette volonté de mettre en avant la langue nationale comme objet de culture et de soft power peut aussi s'accompagner de certaines dérives. En effet, on peut se demander si l'insistance que la France met à protéger sa langue, à protéger notamment vis-à-vis de l'intrusion d'anglicismes, ne joue pas un rôle dans la faible maîtrise des langues étrangères, et notamment de l'anglais, de la part de la population française. Or, qu'on le veuille ou non, l'anglais est un instrument à maîtriser pour être en capacité de s'intégrer dans un environnement mondialisé. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les langues, même si ce sont des marqueurs culturels identifiés par les populations, sont en réalité en perpétuelle évolution. Ainsi, vouloir promouvoir une langue comme outil de culture nationale, n'est-ce pas oublier que les langues sont des objets vivants qui démontrent que les cultures se construisent par des apports successifs d'origines diverses et que les cultures surtout se construisent par des échanges. Alors, cette question de la construction linguistique des identités nous amène à relativiser la construction des identités nationales, et si cette question vous intéresse, je vous invite à visionner une autre vidéo que vous trouverez sur cette chaîne. Alors, quoi qu'il en soit, même si en réalité la construction des identités et des cultures est complexe et le fruit d'un mélange, ce n'est pas l'image que cherchent à promouvoir les gouvernants, et c'est le cas des gouvernants français qui font de la France un objet de marketing territorial comme nous le voyons ici. La France est ainsi dotée d'un logo créant une marque France pour soutenir ses domaines d'excellence. Alors ces domaines d'excellence qui visent à valoriser l'image de marques françaises, eh bien, on les trouve notamment dans l'industrie du luxe, une industrie où la France domine, détenant un quart du marché mondial, Bernard Arnault étant l'homme le plus riche du France, troisième ou quatrième fortune mondiale, selon le magazine Forbes. On cherche à valoriser la gastronomie française qui a été classée au patrimoine mondial de l'humanité, la France étant le pays où l'on trouve le plus de restaurants étoilés. Ceci étant, la gastronomie comme la langue est un marqueur culturel qui nous démontre incontestablement que les soi-disant identités culturelles se forgent à travers des mélanges. Il n'y a pas de gastronomie sans échange. Pensez que les spaghettis à la napolitaine, les pâtes à la sauce tomate, sont un mélange entre les pâtes venant de Chine et la tomate venant d'Amérique latine. Alors le soft power français cherche aussi à être représenté à travers son industrie audiovisuelle qui apparaît également performante. La France est deuxième exportateur au monde en nombre d'entrées pour le cinéma, alors très loin derrière les États-Unis bien sûr.
L'audiovisuel français est aussi de plus en plus en capacité d'exporter ses séries. Des séries qui, on le voit, se vendent dans le monde entier, même si, logiquement, on les exporte davantage en Europe occidentale. La France cherche à mettre en avant son patrimoine culturel à travers ses grands musées qui s'exportent en créant des antennes à l'étranger, à l'image du Louvre notamment, que l'on trouve aujourd'hui à Abu Dhabi. Le prestige de ces grands musées français n'étant pas sans rapport avec l'attractivité touristique du pays, dont on reparlera ultérieurement. À noter également que la volonté d'exporter ce patrimoine culturel à travers les musées français peut aussi être un relais pour la puissance politique française. Ce soft power français se développe aussi à travers l'attractivité nationale pour les études supérieures, la France se classant au 4e rang mondial pour l'accueil des étudiants étrangers, très loin derrière les États-Unis et assez loin aussi derrière le Royaume-Uni. Une attractivité qui s'appuie notamment sur la performance scientifique d'un certain nombre de Français régulièrement récompensés lors de l'attribution des prix Nobel depuis leur création. Enfin, le soft power français s'appuie également sur sa capacité à organiser de grands événements internationaux sur le plan culturel, à travers notamment l'organisation annuelle du Festival de Cannes, qui rassemble des médias venant du monde entier. La France qui organise également régulièrement des événements sportifs de retentissement international. Ça peut être le cas du tournoi Open de Roland-Garros à Paris, ou bien sûr tous les ans du Tour de France. Le Tour de France qui est clairement l'un des événements sportifs les plus médiatisés au monde, puisqu'il est diffusé dans 190 pays, rassemble 3,5 milliards de téléspectateurs. Un Tour de France dont la médiatisation est fort utile pour valoriser les paysages, le patrimoine français et à travers cela faire venir là aussi un certain nombre de touristes sur le territoire hexagonal. Enfin, il faut ajouter que la France a une capacité à organiser de grands événements internationaux plus ponctuellement, à l'image des Jeux Olympiques que Paris doit accueillir en 2024. Donc la France possède bel et bien un soft power qu'elle cherche à valoriser à travers sa culture, même si elle n'est pas en mesure de rivaliser avec les grandes puissances américaines ou chinoises. Alors comme pour elle, la volonté de développer le soft power est aussi à mettre en rapport avec la défense de ses intérêts économiques. On s'interrogera donc maintenant sur ces puissances économiques françaises en se demandant si l'on ne doit pas finalement constater son déclin. La France est donc toujours une grande puissance économique, 7e économie du monde, mais finalement tout proche de la 5e place britannique. Pour autant, on doit constater que ce rang français est en déclin. La France était encore au 4e rang mondial en 1992, mais les prévisions sont plutôt sombres, puisqu'on estime qu'à l'horizon 2050, la France pourrait apparaître au 12e rang seulement, dépassée par le Mexique, le Brésil, l'Indonésie ou même la Turquie. Grande puissance économique malgré tout, la France est intégrée à la mondialisation par son commerce international. C'est un pays qui est largement ouvert sur l'extérieur et qui exporte encore beaucoup, apparaissant ici au 8e rang mondial. Alors d'ailleurs, on peut plutôt considérer qu'elle est au 7e qu'au 8e rang, puisque ce classement fait apparaître Hong Kong en marge de la Chine. Des exportations dont il est intéressant de noter qu'elles sont essentiellement destinées au marché européen, qui absorbe l'essentiel des produits exportés par la France. Donc l'Allemagne demeurant le premier client français, un client avec lequel la balance commerciale est cependant très négative. Alors
Là aussi, on doit faire apparaître que l'évolution n'est pas forcément favorable à l'économie française, qui régulièrement régresse dans la hiérarchie mondiale des grands exportateurs. Alors, néanmoins, la France maintient une forte capacité d'intégration à l'économie mondialisée, une capacité soutenue en particulier par des firmes transnationales françaises qui apparaissent particulièrement performantes, puisqu'en la matière, la France se situe au 4e rang mondial, devançant des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Les firmes transnationales françaises sont présentes dans de nombreux secteurs d'activité, hein. La plus grosse entreprise française étant finalement Total, une entreprise qui exploite une ressource, le pétrole, les hydrocarbures en général, que possède finalement très peu la France, preuve par ailleurs de sa capacité à s'intégrer à l'économie mondialisée, mais au-delà de Total, on retrouve des entreprises dans des secteurs où la France est plus performante, que ce soit le luxe, hein, avec LVMH, ou L'Oréal, dont on voit ici l'implantation à travers le monde, mais également la finance, avec des entreprises comme Sanofi, AXA ou BNP Paribas. La France apparaît effectivement toujours comme une puissance financière, ce qui est important dans une économie où la financiarisation s'est développée, où l'activité financière finalement est la première source de profit. Ainsi, la capitalisation boursière de la Bourse de Paris s'est considérablement accrue depuis 1975, en passant de 8% à 80% du PIB national. Et la France reste un pays en capacité d'investir à l'étranger. Elle est aux environs du 3e, 4e rang mondial, derrière les États-Unis ou la Chine, pour ses IDE émis à l'étranger. Et elle est également un pays attractif pour les IDE qui viennent, vous le voyez, s'investir assez massivement dans l'Hexagone, la France se situant ici au 5e rang pour ses IDE en 2019. Donc une France qui est bien intégrée dans les flux financiers internationaux et qui est elle-même l'objet de ces flux, ce qui peut aussi conduire à une forme de dépendance vis-à-vis des entreprises étrangères. Alors des entreprises finalement peu nombreuses, les entreprises étrangères en France ne représentent qu'1% des entreprises, mais pour autant très présentes dans l'économie nationale, puisque c'est 21% du chiffre d'affaires de l'économie française, 30% du chiffre d'affaires à l'exportation de la France, 11% des salariés, et puis 30% des emplois du commerce, et surtout 37% des emplois du secteur industriel. Secteur industriel qui par ailleurs présente un certain nombre de difficultés. En effet, l'économie française est confrontée depuis plusieurs décennies maintenant à un phénomène de désindustrialisation qui pose certains problèmes. Alors pour différentes raisons qui vous sont ici présentées, les gains de productivité, l'externalisation vers les services, la concurrence étrangère, les délocalisations, bref ce sont 2,5 millions d'emplois industriels qui ont disparu depuis 1974. La part de l'emploi industriel a ainsi considérablement chuté en France, certaines régions étant plus touchées que d'autres, comme on peut le voir sur cette carte. La France subit donc une désindustrialisation qui renforce la tertiarisation de son économie. Alors une tertiarisation qui s'observe notamment à travers l'essor du secteur touristique. Le tourisme en France est un secteur particulièrement performant à l'échelle internationale, avec des touristes venant du monde entier, mais plus particulièrement des pays proches de l'Europe et en particulier de l'Union européenne. Un secteur qui accueille un nombre de touristes croissant, alors même s'il faudrait prolonger la courbe au-delà de 2018 pour s'apercevoir évidemment de l'impact que certaines crises peuvent avoir sur le tourisme international, et en l'occurrence le Covid qui a mis un coup de frein majeur à cette activité. Alors quoi qu'il en soit, la France est le premier pays en termes de destination touristique devant l'Espagne et les États-Unis, accueillant, vous le voyez, davantage de touristes qu'elle ne possède de population tous les ans, mais avec certaines difficultés à faire fructifier ce tourisme, puisque la France ne se classe qu'au 3e rang mondial pour les recettes du tourisme international, très loin derrière les États-Unis qui accueillent pourtant moins de touristes
que la France. Mais pour le tourisme comme pour le reste, il apparaît que les territoires français sont inégalement attractifs. Nous allons donc finir en examinant quelle est l'inégale attractivité des territoires français. Comme l'ensemble des territoires dans cet espace mondialisé, la France est l'objet d'une métropolisation qui favorise en particulier ses plus grandes villes, à commencer par Paris, seule ville française, bien évidemment, à disposer du rang de ville mondiale. Alors globalement, Paris tend à être classé dans les hiérarchies internationales au 4e rang des villes mondiales, bien intégré à l'archipel mégapolitain. On voit que c'est une ville performante dans l'innovation. Elle est au 4e rang mondial pour le nombre de brevets déposés, au 1er rang européen. Elle est au 2e rang mondial pour le nombre d'entreprises parmi les plus innovantes. À l'échelle nationale, l'agglomération parisienne produit près d'un quart de la richesse, 31% du PIB national pour la région parisienne. Elle attire un tiers des investissements et un tiers des 500 premières firmes transnationales y possèdent un siège social. Et bien sûr, elle possède les plus grands pôles de l'enseignement supérieur français. Alors au-delà de Paris, on constate la présence d'autres métropoles intégrées dans la mondialisation. On peut penser à Strasbourg avec sa place au sein de l'Union européenne, Grenoble avec ses hautes technologies ou Clermont-Ferrand avec la présence du siège social de Michelin. Et on constatera sans surprise que les espaces intégrés dans la mondialisation se situent bien sûr autour de l'agglomération parisienne, mais sinon dans les espaces ouverts sur l'extérieur, que ce soit sur les littoraux ou sur les frontières européennes. Cette intégration des différents territoires français s'appuie sur la présence d'axes de communication performants et entretenus, ce qui est d'ailleurs un facteur non négligeable de l'attractivité du territoire national pour les IDE, la présence de grandes infrastructures de transport, mais aussi de quartiers d'affaires, de pôles de haute technologie que l'on retrouve dans ces différentes métropoles ouvertes sur le monde. Ainsi, ces espaces sont au cœur des flux internationaux, flux financiers, flux commerciaux, avec la présence également de nombreuses infrastructures portuaires, sans que la France ne possède pour autant de ports de grande dimension. Marseille, Le Havre étant finalement à l'échelle mondiale des petits ports, et finalement le principal port français étant un port belge, puisque c'est par Anvers que convergent un certain nombre de marchandises destinées à l'Hexagone. En définitive, on voit également apparaître une France moins intégrée dans la mondialisation, celle qui se trouve en marge des frontières, des littoraux et de l'agglomération parisienne. Les territoires français sont également plus ou moins intégrés au rayonnement culturel et à l'attractivité touristique internationale de la France. Là aussi, la métropole parisienne domine, accueillant chaque année 50 millions des plus de 80 millions de touristes qui séjournent en France. Mais l'attractivité du territoire ne s'arrête pas là. D'autres métropoles culturelles et touristiques apparaissent à travers l'Hexagone. Des littoraux qui sont également très attractifs, un tourisme de montagne, de sport d'hiver, un tourisme vert qui finalement peut intéresser l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi ultramarin. En la matière, la France peut aussi bénéficier de son intégration aux différentes institutions internationales, notamment l'UNESCO, dont le siège se trouve à Paris, pour valoriser son patrimoine culturel et touristique à travers le monde. Ainsi, cette attractivité culturelle, touristique, se matérialise par de très nombreux flux humains, une mobilité qui est celle des étudiants étrangers, bien sûr celle des touristes, mais aussi l'exportation des produits culturels que l'on a évoqués précédemment. La France est donc un espace particulièrement intégré sur le plan
culturelle et touristique à l'espace mondialisé, et certaines régions en profitent plus que d'autres. C'est le cas par exemple de la Côte d'Azur, deuxième destination touristique française après Paris, accueillant 11 millions de touristes par an, dont 1 million de croisiéristes, un secteur touristique très important dans l'économie locale puisque il génère 15% du PIB local. Alors, les territoires français apparaissent en définitive inégalement intégrés à la mondialisation et la NDIT, la nouvelle division internationale du travail. Certains territoires subissent les contre-coups des délocalisations industrielles et se montrent moins compétitifs, des territoires en crise qui présentent peu d'attractivité économique et qui doivent faire face à des enjeux de reconversion industrielle. Des territoires apparaissent véritablement mis à l'écart, car peu spécialisés, moins bien reliés au reste du monde, des territoires qui restent en partie axés sur la polyculture, le tertiaire de base, c'est-à-dire des activités de services utilisées au quotidien, des territoires qui peuvent néanmoins bénéficier du développement du tourisme vert sans que cela soit nécessairement suffisant pour dynamiser leur économie. Enfin, on a en France une spécialisation économique de certains territoires dans le cadre de l'intégration à la mondialisation et à la NDIT, des territoires qui se spécialisent dans l'agriculture intensive ou l'agriculture de niche, la viticulture par exemple, des territoires qui se spécialisent dans les industries de haute technologie, dans le tertiaire supérieur, les activités de service aux entreprises, dans le tourisme, et dans tout cela, on peut noter une nouvelle fois la domination de Paris et de son agglomération. Alors en définitive, quelle forme prend le rayonnement de la France dans l'espace mondialisé ? On conclura en disant que la France possède un rayonnement réel à l'échelle internationale, mais qu'il reste limité, que la France demeure une puissance moyenne qui fait partie des plus grandes puissances mondiales, mais qui est loin de pouvoir rivaliser avec les plus importantes d'entre elles. Une France qui, confrontée au déclin de sa puissance, de son rang mondial, s'est résolue à s'intégrer à la construction européenne, dans un contexte également des désastres qui ont suivi les deux guerres mondiales, mais que cette intégration reste ambiguë car la France continue de posséder des ambitions nationales. Et finalement, même si la France a été à plusieurs occasions un moteur dans la construction européenne, on peut se demander si son incapacité à envisager de s'intégrer pleinement à la construction européenne n'est pas finalement pour elle un frein.